Bonsoir, Madame, Messieurs. Merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Info7. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par cette rencontre entre Martin Fayulu et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Braquage à Kinshasa, on en parle. Insécurité à travers le pays, on en parle également. Et pour décortiquer l'actualité de la semaine, nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Alain Bolodia, qui est président d'un parti politique, les BAT, qui signifie Lèvons-nous et bâtissons le Congo, hein? Un meilleur Congo. Le Congo et l'Afrique. Le Congo et l'Afrique. Bonsoir. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau Info, c'est après plus d'une année. Je ne sais pas. C'était l'année passée? Ah oui, oui, après plus d'une année. Hein. Ça passe très vite. Alors, Alain Bolodia, comment allez-vous? Oui, ça va. La santé, ça va. Le parti, c'est bas. Bien que le pays va très mal. Le pays va très mal. Oui. Comment ça? Très mal. Nous perdons des repères. Il y a un problème avec les éléments structurels ainsi que les éléments culturels. Il y a les dysfonctionnements systémiques de l'État. Les conditions de vie de la population ne vont que de mal en pire. Il y a dégradation en termes de routes, tout ce qu'il y a comme infrastructure. Au niveau international, nous ne donnons pas une bonne image de nous et je pense que le pays va très mal. Au niveau international, nous ne donnons pas une bonne image de nous. Qu'est-ce que vous voulez dire aux Congolais qui sont en train de vous suivre? La communauté internationale ou sinon l'opinion internationale considère que nous sommes indisciplinés. Indisciplinés. Et que nous ne répondons pas aux défis mondiaux, tout simplement parce qu'il y a de l'indiscipline dans la gouvernance. On ne sait pas faire le distinguo entre l'urgence et la nécessité. On n'a pas la capacité d'adaptation et puis on est trop pleurnichard. Au lieu de trouver des solutions, nous ne faisons que pleurnicher. Qui pleurniche? Fort malheureusement, tous les Congolais et surtout ceux qui sont présentés comme dirigeants. Nous avons un esprit attentiste, nous attendons tous les autres. Et nous n'arrivons pas à décider quand il le faut et à orienter les actions dans le sens du mieux-être de tous. On peut considérer aujourd'hui que même le président de l'EBAT pleurniche aussi, parce que vous avez dit nous pleurnichons. Bon, il y a toujours des exceptions, ne vous en faites pas. Lorsqu'on énonce les règles, il y a toujours des exceptions. Mais je prends en majeure partie les Congolais sont pleurnichards. Tout le monde s'est plaint, personne ne prend la décision courageuse pour arrêter les choses. Mais au finish, on se rend compte que le pays est en train de perdre de l'aile, de battre de l'aile et de perdre des plumes, tout simplement parce que les gens n'ont pas intégré les défis mondiaux, les gens n'ont pas su orienter les choses. N'oublions pas que l'Afrique attend beaucoup de la République démocratique du Congo. Et on va se rappeler que le président l'avait même dit que le Congo, c'est un pays solution. On n'est pas sur cette lancée, c'est ça? Bon, quand M. Félix Tshisekedi prend souvent la parole, les gens pensent que c'est lui qui émet ce qu'il dit. N'oubliez pas qu'il est entouré par des gens qui lui amènent des slogans, des termes génériques qui par moments n'ont pas de sens. L'État congolais... Est-ce que vous êtes en train de redouter que le RDC c'est un pays solution? Peut-être solution. Peut-être. La République démocratique du Congo peut être un État solution, mais à condition que nous solutionnons nos problèmes. C'est vrai, il y a des gens qui viennent piocher ou tirer de matière ici pour trouver solution à leurs problèmes. S'il avait dit c'était dans un contexte de la problématique du réchauffement climatique, c'était par rapport à notre position écologique. Nous avons une forêt, ça c'est la nature qui nous l'a donnée, nous n'avons rien apporté. Et nous avons un fort potentiel forestier avec tout ce qu'il y a comme ressources. Au niveau international, la préservation de notre forêt participe dans la captation de gaz à effet de serre. Cela apparaît comme une solution. Mais là, ce n'est pas l'État. Il faudrait que l'État intervienne pour que nous soyons en solution. Mais si c'est la nature qui intervient, on ne va pas se jeter des fleurs parce que nous n'avons rien fait pour avoir cette forêt. C'est Dieu qui a créé la forêt. C'est Dieu qui a créé. Dieu qui a nous n'avons fait que constater qu'il y avait une forêt, mais nous n'avons pas apporté une plus-value, une valeur ajoutée.
par rapport à ça. Parce que quand vous faites le lien entre l'environnement que nous avons et l'État, il faudrait que l'intervention de l'homme soit palpable. Sur cette question, il y a une très grande différence, il y a une distance entre les deux, c'est ça? Non, mais bien évidemment. Parce que vous savez, quand on prend le potentiel, c'est une bénédiction de la nature. Nous n'avons rien apporté. Et pourtant, l'État n'est pas intervenu par rapport à cette question. Et quand vous dites l'État-solution, c'est-à-dire qu'il y a un problème et l'État intervient. Or, quand on parle de l'État ici, on voit les institutions et l'État-collectivité. Nous n'avons rien fait pour avoir la forêt. Notre problème, c'est que nous gérons mal cette forêt, mais aussi nous n'arrivons pas à bien la préserver. C'est ça le rôle que devait jouer l'État. Fort malheureusement, ce n'est pas le cas. Au-delà de tout, nous sommes bien positionnés pour organiser les systèmes de transport de l'Afrique. Nous ne le faisons pas. Nous avons un fort potentiel hydrographique. On devait en réalité servir de l'électricité ou de l'énergie. Ah, mais parlant de l'électricité, ça devient quand même une situation très inquiétante à Kinshasa. Non, mais bien évidemment. Le courant, l'eau reste toujours des denrées rares dans la capitale. Fort malheureusement, nous avons une vocation de desservir toute l'Afrique de l'électricité. Avec notre fort potentiel de plus de 100 000 MW, on devait jouer le rôle de plaque tournante dans ces systèmes. Et fort malheureusement... La capitale elle-même plongée dans le noir. Hein? C'est ce qui est antinomique. Nous n'arrivons pas à desservir la population et à jouer notre rôle au niveau africain. Voilà pourquoi j'estime, de mon point de vue, que nous ne sommes pas solution, mais nous avons de forts potentiels pour être État-solution. État-solution. Alors Alain Bolodia, vous avez insisté, vous avez parlé de l'indiscipline. Exact. Qui est ou qui sont indisciplinés? Les Congolais dans leur ensemble et surtout les animateurs des institutions. Alors qu'est-ce que ça a à faire dans le développement du pays là? Madame, les développements ne se décrètent pas. Les développements résultent d'une sorte de cumul de progrès. Les développements se provoquent, se planifient, s'organisent, se construisent. Fort malheureusement, nous n'avons pas la culture du développement et nous n'avons pas la discipline du développement. Si nous étions disciplinés, on allait gérer rationnellement le peu d'argent parce que, comme vous le savez, l'une des conditionnalités pour atteindre le développement, il faudrait impérativement passer par deux phases intermédiaires, comme le revenu intermédiaire, nous devions aussi atteindre l'émergence, mais cela résulte inéluctablement par des investissements, la gestion rationnelle des finances publiques, l'orientation coordonnée et ordonnée des ressources pour justement avoir un développement harmonieux. Aujourd'hui, nous voyons que le pays vit dans une sorte de déséquilibre où les dirigeants sont excessivement riches alors que l'essentiel des populations vivent dans une pauvreté déshumanisante. Mais ça n'a pas commencé avec le régime de Tshisekedi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'ils sont indisciplinés. Parce que si ça n'a pas commencé par eux, mais eux devaient en réalité être solution. Et surtout 37 ans dans l'opposition. Non, mais 37 ans dans l'opposition, ils font mal le calcul. Aujourd'hui, le parti qui est au pouvoir n'a pas 37 ans de vie. Le parti qui est au pouvoir a vu le jour en 1992 et a eu son agrément en 2009 grâce à Joseph Kabila. Ceux qui sont au pouvoir, c'est l'UDPS Tshisekedi. À ne pas confondre avec l'UDPS des 13 parlementaires. L'UDPS des 13 parlementaires a été créé, en 1992. Cette UDPS est gérée par M. Kibasa, qui est aujourd'hui le ministre de Pétenti. Ah, donc vous voulez dire que l'UDPS qui doit revendiquer ses 37 ans dans l'opposition, c'est l'UDPS Kibasa? Est-ce que c'est ça? Et non pas revendiquer la création et non sa participation dans le combat de l'opposition. Parce qu'il y avait des périodes de soudure où l'UDPS participait à la gouvernance. Parce que quand on entend 37 ans, plus de 30 ans de lutte dans l'opposition, c'est plus du côté Tshisekedi, UDPS Tshisekedi. Non, Etienne Tshisekedi a commencé sa politique en 1958 avec l'élan qu'il y avait à cette époque des associations. C'est sa première fois qu'il est apparu dans la scène politique. Il a été membre de MNC de Lumumba.
ils ont été frondeurs, ils ont créé MNC Kalonji parce qu'il était son assistant. Et après, ils ont créé Konako avec Moïse Tshombe. Oui. Après, ils ont créé un père avec Mobutu. Après, ils ont créé le Front de frondeurs des 13 parlementaires. Ils ont créé l'UDPS. Après, il a créé UDPS Bar Tshisekedi parce qu'il y avait un problème d'homonymie qui a été résolu grâce à Joseph Kabila. Est-ce que vous voulez aujourd'hui dire aux Congolais ou interpeller ceux qui sont au pouvoir de ne plus parler de plus de 30 ans? Non, mais madame... de lutte dans l'opposition. Ça c'est falsifier l'histoire. Ça c'est falsifier l'histoire parce que de 1960 à 1982, Etienne Tshisekedi était au pouvoir. 1992, Etienne Tshisekedi était au pouvoir. Parce qu'il a assumé des fonctions de Premier ministre. Premier ministre. Il a assumé des fonctions. Et le combat qu'ils ont commencé, Etienne Tshisekedi a commencé le combat en 1958. C'est pas en 82. En 1958. C'est en 1958 qu'il est apparu dans le tout premier document de la politique. J'en avais, mais fort malheureusement, je ne le vois plus. J'allais mettre ça à la place publique. Okay. Il a eu à apparaître en 1958. Il a assumé des fonctions en 1960 parce qu'il a participé dans les 2 coups d'État que nous avons connus, 60-65. Il a assumé des fonctions. Il était ministre à l'Intérieur, ministre à la Justice. Il a assumé la fonction de vice-président du Parlement de l'époque. Il était ambassadeur, il était PDG des entreprises. Il a assumé plusieurs fonctions. Il était ministre au plan. Il a fait pratiquement 6 à 7 mois. Il a assumé plusieurs fonctions. Alors, pour tronquer l'histoire, ils vous disent qu'ils auraient fait 32 ans de l'opposition et qu'ils seraient la fille aînée de l'opposition. Oui, la fille aînée de l'opposition. L'opposition a commencé en 1960 avec le bloc des Lumumbistes, notamment le PESA, le parti de M. comment il s'appelle le papa, Gizenga, qui ont commencé l'opposition avec le Moïse Tshombe et tous les autres. Ils ont fait l'opposition, bien que Moïse Tshombe est revenu encore au pouvoir, mais ce qui est vrai, l'opposition a commencé bien avant. Les tout premiers opposants qui ont été cités dans le rapport, c'était Christophe Muzungu, Nyangara, Elengesa, Nzuzi, Fina, et les autres qui étaient des opposants à Mobutu du fait d'avoir fait dérailler le pays par le coup d'État de 1960. Ils ont été tous tués à Bakwanga. Je pense que si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous devons reconnaître qu'ils ont été le tout premier opposant après la mort de Lumumba. Okay. Le deuxième courant de l'opposition, c'était avec Kimba, Bamba, Mamba, Anani en 1966. Pendant qu'on faisait le deuxième coup d'État, ce sont eux qui se sont opposés à Mobutu. Mais à cette époque, Etienne Tshisekedi a assumé de fonctions et il a eu à participer dans toutes ces décisions. Donc il était au pouvoir, il gérait. Il a géré pendant 18 ans avec Mobutu. Et puis par la suite, il a servi Mobutu pour arriver à la conférence nationale. Alors, selon Alain Bolodia, l'UDPS n'est pas la fille aînée de l'opposition. Non, ce n'est pas lui. Madame, Messieurs, prenons ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir de la récurrence des braquages et vols à main armée à Kinshasa. Le président de la République a commencé sa communication par la ville de Kinshasa, qui est confrontée à une recrudescence alarmante des braquages et des vols à main armée. Ces actes criminels, désormais fréquents et d'une audace préoccupante, se produisent en plein jour dans des quartiers résidentiels, sur les axes routiers principaux, à proximité de supermarchés et établissements publics. Ces phénomènes sèment l'insécurité, alimentent la peur au sein de la population et portent gravement atteinte à la quiétude des habitants ainsi qu'à la stabilité économique et sociale de la ville. Les incidents se multiplient au point qu'aucun mois ne s'écoule sans que les Kinois ne déplorent un cas de braquage. Des victimes sont parfois ciblées de manière violente jusqu'à subir de tirs lorsqu'elles résistent. Les derniers cas en date survenus le vendredi 30 mai 2025 a vu un groupe de criminels s'attaquer à des cambistes opérant sur
le site de l'université de Kinshasa. Face à cette situation intolérable, le président de la République a rappelé l'impératif de rétablir l'ordre, la sécurité et la confiance des citoyens. À cet fait, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde-Sceaux, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, à mobiliser sans délai les services compétents pour mettre en œuvre une riposte vigoureuse, coordonnée et durable face à cette vague criminelle. Les mesures à mettre en œuvre devront inclure le renforcement des opérations de sécurité sur l'ensemble du territoire urbain de Kinshasa, des patrouilles intensifiées et une surveillance accrue dans les zones sensibles, en particulier durant les heures de pointe, l'augmentation visible des effectifs des policiers et militaires le long de grands axes dans les quartiers à risque et autour des zones commerciales, un durcissement de la répression et des poursuites judiciaires contre les auteurs de ce genre d'actes de banditisme, la poursuite de l'opération Ndobo, l'organisation de procès publics pour favoriser l'exemplarité et la dissuasion avec transfert des condamnés dans des prisons éloignées de leur milieu d'origine afin d'empêcher tout réseautage criminel. Vous vient de parler de la restauration du Bédengalema et la protection du Bédengalema. Ceci dit, les Égyptiens que vous voyez derrière nous là, à partir de samedi, vous ne les verrez plus. Donc, j'invite la presse, c'est surtout pour la presse que je prends la parole. Je vous invite au lancement de démolition de tous ces immeubles que vous voyez derrière nous à partir de ce samedi. Nous devons prendre conscience que dans la ville de Kinshasa en particulier et dans la République démocratique du Congo en général, on ne va plus construire de manière comment dirais-je, anarchique. On ne va plus construire parce que mon frère m'a donné un bout de terrain quelque part, je commence à construire. Ne faites plus confiance aux gens qui vous amènent des papiers à la maison. Autorisation de bâtir à moi aussi non. Adressez-vous aux services compétents. Soyez sûr que là où on vous donne un document, là où on donne une autorisation, qu'il y a un plan urbanistique. S'il n'y a pas de plan urbanistique, ne vous lancez pas. Vous avez vu, on a détruit tous les immeubles qui étaient dans la gare de Kitambo. On est en train de démolir le long de la rivière Mampenza. L'opération va continuer. Et je vous convie à la démolition qui va commencer ce samedi sous l'impulsion du gouverneur de la ville de Kinshasa. Je vous remercie. Madame, Messieurs, insécurité dans la capitale de la République démocratique du Congo, ça inquiète plus d'un Congolais, Alain Bouloudia. Pour ne pas dire chaque jour, presque chaque semaine, Kinshasa enregistre des braquages. Oui, ce sont des conséquences de l'absence de politique cohérente. Justement parce que nos amis qui sont au pouvoir, je les appelle amis parce que ce ne sont pas des ennemis en fait. Oui. C'est vrai qu'ils sont incompétents, mais ils restent quand même nos amis. Ils n'arrivent pas... Oui, ils sont incompétents, oui, tous sans exception. Ils sont incompétents. Si on les prend in globo, ils sont incompétents. Il peut y avoir des exceptions, comme je vous ai dit, la règle énonce aussi d'un côté des exceptions. Ils sont incompétents, ils n'arrivent pas à mettre en place de bonnes politiques. Vous savez, madame, je constate qu'aucune société n'est épargnée de l'insécurité. Parce que l'insécurité est inhérente à toute société. Mais ce qui est important, c'est de comprendre la nature de l'insécurité, le facteur favorisant l'insécurité, le mécanisme à mettre en place et le mécanisme de mitigation. Alors pour Kinshasa, quels sont les facteurs qui favorisent l'insécurité? Parce qu'on doit quand même se dire que c'est vrai, il y avait les phénomènes Kuluna, mais les braquages, je pense que c'est une première expérience dans la capitale. Hein. Bon, ça on a enregistré, mais non, c'est chaque jour en pleine journée. Ça a toujours existé parce que quand nous étions encore enfants, à l'époque de Mobutu, il y avait des braquages, mais il y avait une réaction farouche
contre ces braquages. Une riposte. Pendant l'époque de Kabila, il y a eu aussi braquage, mais cette fois-là, ça devient plus récurrent, tout simplement parce qu'il y a un problème de dysfonctionnement. Madame, pour juguler cette crise, il va falloir mettre en place des mécanismes de réaction rapide. Mais on a l'opération Ndobo. Oui, mais ça, ce sont des slogans. Moi, je vous dis des opérations bien conçues. Qu'on a même étendues sur d'autres provinces. Madame, ça, ce sont des slogans. Moi, je vous parle de politique sécuritaire. Vous savez, pour qu'il y ait la sécurité, nous avons des instruments que nous devons utiliser. Lesquels? Il y a notamment le service de renseignement, l'ANER, l'ex-DEMIAP, et il y a d'autres services d'intelligence qui doivent y travailler. Nous avons la police. Parce que dans le système de sécurisation, il y a les apparents et les non-apparents. Les deux doivent travailler en synergie. On doit arriver à revoir les dispositifs sécuritaires en termes de déploiement. Je pense que la police, la cartographie que l'on s'est fait aujourd'hui n'est pas adaptée. Là où on a placé nos sous-SIAT, nos SIAT, et la manière de déployer nos policiers, le policier en règle générale deviennent trop pas mis aux citadins, aux gens qui habitent aux environs. Ils deviennent faibles, effectivement, parce qu'il y a une sorte d'accoutumance, les gens se sont habitués. Alors qu'il y a certaines personnes qui estiment que les hommes en uniforme et la population se regardent en chien et chat. Non, mais ça dépend des cas. Ça dépend des cas parce qu'il y a une sorte de complicité dans ça. Et puis, il y a un problème de qualité du personnel et aussi des statuts. À Kinshasa, jusqu'à preuve du contraire, il y a 15 000 personnes qui sont présentées comme des policiers dans la ville de Kinshasa. Mais si vous regardez très bien, l'essentiel d'entre eux n'ont pas de numéro matricule, ne sont pas formellement policiers. Au-delà de ça, ils n'ont pas d'instruments de travail, ils ne sont pas suffisamment motivés et l'effectif est moindre par rapport à l'évolution démographique. Il y a un boom démographique dans la ville de Kinshasa. Nous devons arriver à adapter par rapport aux standards. Nous devons leur donner le moyen de locomotion pour arriver à opérer. Nous devons amener la police de proximité pour que cette police soit en même de réagir en temps utile. Est-ce que vous pensez que les efforts de l'actuel ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, n'ont pas essayé de trouver solution? Il n'a ni la capacité ni les moyens de le faire. Ni la capacité ni parce les moyens. Parce qu'il n'est pas un initié. Moi, je pense que le ministère de l'Intérieur n'est pas le ministre de l'Intérieur qui le veut. C'est quelqu'un qui a eu certainement, il a fait le droit, comme on nous dit, mais il n'a pas assez de notions sur des questions sécuritaires. Il y a des institutions qui forment des gens pour devenir spécialistes sur des questions sécuritaires. On ne doit pas continuellement improviser des gens qui doivent assumer la fonction du ministère de l'Intérieur parce que c'est un domaine technique. Vous pensez qu'il n'est pas à la place qu'il fallait? Il mérite d'être ministre des droits humains. Parce que c'est ça son élément. Et non pas ministre de l'Intérieur? Non, je ne pense pas. Il y a des gens qui ont fait les renseignements, la criminologie, qui pouvaient éventuellement jouer ce rôle. Mais le fait seulement qu'il y ait un problème de quota, il y a des problèmes de copains, on place généralement les non-initiés. Et quand ils entrent en fonction, dans leur cabinet, ils amènent essentiellement les militants de leur parti qui ne sont pas en mesure de faire des notes techniques adaptées aux exigences de ces ministères. Au-delà de ça, le commandement de la police. On prend des gens qui sont aptes à défendre le pouvoir et non à sécuriser la population. À défendre le pouvoir et non à sécuriser la population. Exact. Vous voulez dire que même le changement opéré dernièrement par le président de la République, parce que Kinshasa a un nouveau patron, c'est Conseil à la sécurité de la capitale, vous voulez dire que on a plus misé sur des gens pour des gens de confiance. Des intérêts personnels pour protéger le pouvoir, sinon et non sécuriser la population. Vous êtes sûr? Il suffit seulement de voir les dispositifs sécuritaires de ceux qui prétendent être au pouvoir ou ceux qui sont au pouvoir. Il y a plus de gardes du corps pour un ministre que pour tout un quartier. Un ministre qui a pratiquement un dispositif de 20 personnes.
alors que dans certains soucis où on trouve 4, 3, et dans la plupart des cas, des gens qui n'ont pas été formés. Est-ce que là, vous êtes d'accord avec cette proposition qui a été faite de réduire le nombre d'éléments qui sécurisent des privés? Fort malheureusement, des autorités. nous en avons parlé depuis 2011. Ah, depuis 2011. Oui, fort malheureusement. On va se rappeler que 2011, on préparait les élections et il y avait un problème des dispositifs parce que la CNI avait soulevé cette question pour sécuriser les opérations. Nous avons proposé qu'on réduise le personnel commis pour la sécurisation de personnes. Pas seulement les autorités, madame. Privés. Vous allez dans le privé, l'essentiel des boutiques, de magasins, des Libanais et consorts sont sécurisés par la police. Au lieu de prendre les services des gardiennages, on préfère prendre le policier qui utilise des armes pour sécuriser les individus alors qu'il y a carence pour la sécurisation de la police. Parce que nous devons rappeler que la police a été créée par Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui a créé la police. Il avait créé des unités, la police de proximité, ce qu'on avait, et puis la police d'intervention. Le mécanisme qui était mis en place devait être maintenu pour que la police soit au service du peuple. C'est vrai, les officiels doivent être sécurisés. On a une branche de la police qui a la mission de sécuriser, mais on doit réduire effectivement le personnel et renforcer le système privé pour éventuellement permettre une bonne sécurisation de personnel politique. On ne doit pas avoir des communicateurs avec 4 policiers, 2 policiers, des gens qui n'ont pas de fonction, mais le fait seulement qu'ils appartiennent à la famille politique de M. Félix Tshisekedi, ils ont un personnel. Et ce qui est encore grave, nous trouvons même la garde républicaine chez les privés qui n'ont aucun lien avec le pouvoir. Et juste parce qu'ils ont des relations, ils sont là pour sécuriser. Ces désordres-là ne permettra nullement à surveiller la circulation. On a vu même le président de la République mettre encore ses inquiétudes lors du conseil de ministres, interpeller les membres du gouvernement. C'est quand même une preuve que même Félix Antoine Tshisekedi reste inquiet de la sécurité. Madame, on ne doit pas renverser le rôle. Sa mission n'est pas d'être inquiet. Sa mission, c'est de mettre en place de bonnes politiques. Parce que si lui s'est plaint... Non, mais en interpellant, c'est-à-dire qu'il demande aussi de mettre en place... Il a fait 6 ans au pouvoir. Il ne doit pas continuer à nous chanter... Alors certains pensent que c'est un sabotage, ce qui s'est passé. Oui, c'est lui qui est en train de saboter la sécurité. Parce qu'il considère que c'est un fait anodin. Comment ça, il sabote et il s'inquiète? Non, il peut être inquiet. Il peut faire semblant d'être inquiet pour ne pas atteindre le résultat. Pourquoi un chef doit-il se plaindre? Les chefs ne se plaignent pas. Les chefs décident. Pensez qu'il n'a pas le droit d'interpeller les patrons de ce secteur? Non, il est en droit parce que ce sont de... Non, oui, mais... non, madame, s'il vous plaît, on doit faire la part des choses. Le domaine de sécurité et de la défense sont de compétences concurrentes entre le gouvernement central et le président de la République. C'est son domaine. Il ne doit pas continuer à interpeller, il doit prendre des décisions. Parce que quand déjà il fait des permutations sans tenir compte de la gestion des carrières des agents, ça pose problème. Il y a des gens qui ont intégré la police il y a peu, mais qui assument aujourd'hui de hautes fonctions. Il y a une générale aujourd'hui dont la carrière... Est-ce que vous pensez que c'est le président qui est responsable de tout ça? Non, mais effectivement, c'est lui qui nomme. Et avant la nomination au niveau de la présidence de la République, il y a toujours des études, il y a toujours des enquêtes qui sont menées pour voir si effectivement la personne répond au profil. Alors, si vous nommez par complaisance, on vous dit non, voilà, il faut nommer tel parce qu'il est de notre tribu, il faut nommer tel parce qu'il fait preuve du militantisme, au lieu de nommer les techniciens, vous préférez nommer les amis et connaissances, et naturellement, il y aura un problème. Le plus grand problème, c'est l'effectif du personnel policier dans la ville de Kinshasa, mais aussi la qualité. Aujourd'hui, si on a besoin de résoudre la question sécuritaire, on doit renforcer le dispositif sécuritaire dernièrement, en recrutant. On a lancé le recrutement, d'ailleurs c'est la question que j'allais poser. On a lancé des recrutements, on a vu de jeunes qui ont adhéré. Combien de votre parti sont allés pour sérieux? Non, mais le parti politique n'est pas une organisation de gestion des ambitions des gens qui veulent avoir des emplois dans l'État. Non, mais on a vu des partis politiques qui ont mobilisé des gens. Madame, ça ne se fait nulle part au monde, en dehors de pays de fous. Comment voulez-vous qu'un parti politique
puisse envoyer ses militants à intégrer la police et l'armée. Sensibiliser. Non, mais et chaque militant sera face à sa conscience. Non, madame. Oui, est-ce que vous l'aviez fait? Madame, madame, j'ai été formé en criminologie. J'ai des notions sur l'organisation. Ah, donc vous êtes déjà un bon candidat pour le ministère de l'Intérieur? Non, j'en ai pas besoin. Ce qui est important, c'est d'être en sécurité. Madame, la police, c'est un service technique. C'est un service qui demande une certaine sérénité. On ne va pas commencer à inviter les militants des partis politiques d'intégrer la police. La police a ses critères. Il s'est renforcé. Attention, madame, la police a ses critères. La police a des incitatifs pour attirer les gens d'entrer dans la police. Moi, j'ai vu dans ces pays où un parti politique a organisé une activité pour pousser le gouvernement à intégrer ses militants au sein de l'ANER. Ça ne se fait nulle part. Ah bon? Nulle part. C'est quel parti politique? Non, mais c'est l'UDPS. L'UDPS, la jeunesse de l'UDPS. J'ai suivi à la télé. Mais dans votre chaîne, c'était passé, madame. Vous avez diffusé ça. Je peux vous citer même le nom de participants. Vous avez diffusé chez vous. Allez-y. Miss Maputan, Alain Atoun a participé. Les militants de l'UDPS, ils ont organisé pour exiger à ce qu'on intègre l'UDPS ou le militant, les jeunes de l'UDPS dans l'ANER. Ça, c'est la complaisance. L'ANER a ses mécanismes de recrutement. Et généralement, l'ANER recrute les psychopédagogues parce qu'ils ont la capacité d'analyse et d'observation. On ne va pas recruter les militants des partis politiques, même au niveau de la police. Pourquoi ne pas créer des incitatifs pour attirer plus de jeunes? Incitatifs. Attirer plus de jeunes, par exemple la gestion des carrières, améliorer les conditions de travail et de vie des policiers. Les salaires triplés. L'essentiel des jeunes qui sont universitaires, s'ils savent qu'ils peuvent faire leur carrière et que leur carrière sera sécurisée par le mécanisme mis en place, l'essentiel des jeunes universitaires vont intégrer la police. Prenons à présent ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Les moments étaient solennels pour la société MDD, vendeuse des équipements solaires fabriqués par l'entreprise chinoise Felicity Solar. L'événement se déroule alors que les Congolais veulent en finir avec les coupures intempestives du courant électrique. Tous les équipements solaires sont ici à MDD Business. Vous y trouverez une large gamme de solutions solaires. Des panneaux photovoltaïques de haute qualité, des onduleurs intelligents, des régulateurs MPPT, des batteries lithium performantes, des batteries jeunes et des lampadaires. Nous avons une conviction simple, l'énergie solaire et l'énergie des demain. Ce showroom a été inauguré en présence de Gabriel Chabani, PDG des Congo Web et des Congo Énergie. Il explique combien cette société est connue de lui. Il y a 14 ans, ce n'était pas encore en RDC, c'était juste une petite boutique que j'ai connue, on a commencé ensemble avec eux. Aujourd'hui, c'est le plus grand distributeur de Felicity au Congo. Applaudissez. Et moi, je l'encourage, c'est pour ça que je suis venu le voir aujourd'hui, inaugurer ensemble avec vous ce showroom qui est en pleine ville de Kinshasa, avenue du commerce, pour que tous les Congolais puissent avoir la possibilité d'avoir de l'énergie à 100%. Énergie à Ofele, à Nzambe, Utawapi, à Moi. Moi, j'ai commencé avec des petits kits. Aujourd'hui, chez moi à la maison, j'ai 6 kVA solaires avec convertisseur Felicity. Congo Web Télévision, ma télévision, on est à 8 kVA solaires. C'est eux qui ont installé ça. Je suis en train de construire 400 maisons à Maluku. Le moment le plus important aura été la coupure du ruban symbolique par Fiston Itoku, PDG de la société MDD, dont les preuves ne sont plus à démontrer. Congo Web Télévision est actuellement sous l'énergie solaire avec l'ingéniosité de cette société. Les expériences sont nombreuses.
tel que chez Congo Web où nous avons installé un système de 8 kVA qui prend en charge les studios ainsi que tous les bâtiments avec l'autonomie de 30 kWh. Nous avons aussi également installé chez le PDG Chabani Record à sa résidence où nous avons installé un système complet de 6 kVA avec l'autonomie de 15 kWh. Et il est maintenant en autonomie, même s'il n'y a pas la SNEL, en tout cas sa résidence, la chaîne de télévision Congo Web fonctionne très bien. Il faut rappeler qu'en 2013, Gabriel Chabani, alors PDG de Congo Énergie, qui est la première société d'installation d'énergie solaire au Congo, avait été invité en Chine pour un échange d'expériences dans le domaine. Comme vous le voyez à travers ces images, Gabriel Chabani avait visité les installations de Felicity Solar qui à l'époque ne fabriquait que des ampoules. 13 ans après, cette entreprise chinoise est devenue incontournable dans le monde et a renforcé sa présence dans plus de 130 pays. Comme pour dire que si les initiatives congolaises sont soutenues par l'État, l'on créerait des millionnaires congolais avec un essor économique garanti pour le pays. Nous, professionnels de médias, nous avons le code de déontologie des journalistes en RDC. Et dans ce code de déontologie, il y a les devoirs et les droits des journalistes. Si nous lisons le code de déontologie, il y a les articles 1 et les articles, je prends les articles 1 et article 12, qui sont clairs en ce qui concerne l'exercice de notre métier, qui nous demandent de traiter l'information, qui nous demandent de parler des personnalités, de parler d'une information, de donner une information, de traiter une information, de collecter l'information, de traiter une information, de la publier. À l'heure actuelle, on vous dit, bon, il y a des consultations qui se passent à Goma, Joseph a reçu tel, Joseph a reçu tel, et puis après, un jour, vous vous réveillez, on vous dit, bon, pas plus tard qu'il y a quelques jours, je pense que Martin Fayoulou a fait son discours. Martin Fayoulou, peut-être qu'il va se réveiller le matin, va vous dire, bon, je dois également aller chercher Joseph Kabila. Comment vous allez demander aux professionnels des médias de ne pas parler de ça? C'est aberrant. Là, on dit la liberté de la presse est mitigée. La liberté de la presse est bafouée. Je ne sais pas si Christian Bossembe, avant sa déclaration, il a eu à tenir ou sinon avoir l'avis de la plénière du CESAC, parce que une décision du CESAC, c'est une décision qui doit être discutée en plénière. Est-ce que c'est une décision qui a été discutée au niveau de la plénière du CESAC? Je ne sais pas. Je pense qu'il est temps que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que le pays soit effectivement un pays démocratique, que l'on parle de la RDC à un pays qui émerge, que l'on parle des exploits de la RDC, il est temps que le chef de l'État rappelle à l'ordre le CESAC, et quand je parle du CESAC, c'est le CESAC via son président, Christian Bossembe. Je rappelle aussi que le CESAC, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est une institution d'appui à la démocratie. Le CESAC n'est pas un parti politique. Il faudrait que Christian Bossembe arrive à faire la différence entre une institution d'appui à la démocratie et un parti politique. Alors, cette décision du président du CESAC, Christian Bossembe, comment est-ce que vous avez accueilli les propos de Christian Bossembe en ce qui concerne les activités de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, et cette interpellation à l'endroit ou interdiction à l'endroit à des professionnels des médias? Bon, l'initiative pouvait apparaître noble si seulement elle était prise par quelqu'un de neutre. Fort malheureusement, M. Bossembe étant militant de l'Union Sacrée, c'est un militant de l'Union Sacrée, on peut lire dans ça un souci de servir la cause du gourou. Mais ce qui est vrai, tout ce qui s'est fait dans l'État doit se conformer aux lois. Pas seulement à la lettre,
Mais quand vous lisez les communiqués, il s'appuie sur une loi, une décision de texte, s'il n'a pas inventé. Oui, mais c'est que lui prétend utiliser comme raison ou comme sous-bassement de sa décision a été contredit par d'autres personnes. Oui, mais l'UNPC également a contredit. Ah, voilà. L'UNPC n'est pas d'accord avec cette décision. C'est-à-dire que pour M. Bossembe, il pense que tous les journalistes sont de moutons. C'est-à-dire quand il fait un rêve, il sort, il prend et lit à temps et à contre-temps certaines dispositions de loi dont il n'a pas la maîtrise, il décide et puis il pense que tous les journalistes vont obtempérer à ses ordres. Il avait l'intention certainement de faire les yeux doux ou de faire un clin d'œil à M. Félix Séké. Je suis sûr et certain, même M. Félix Séké n'est pas d'accord par rapport à ce qu'il a fait. Mais in fine, il va résoudre quel problème? Parce que interdit aux gens de citer le nom de Kabila. Parce qu'au départ, il en avait parlé. Bien oui, qu'après, il a changé parce qu'il a compris que c'était une bourde. Moi, je pense qu'il n'avait pas compris. Il faut plutôt conscientiser les journalistes dans le sens patriotique pour éviter de faire l'apologie de la violence. C'est pas peut-être ce qu'il a voulu dire, mais il a été mal compris. Hein. Non, lui pensait qu'il était au-dessus de la loi. Il pensait que parce qu'il peut rencontrer Félix Séké quand il le veut, parce qu'il est en contact avec le membre de la famille de Félix Sékédi, et comme Félix Séké est considéré comme le garant, parce que lui-même dit qu'il peut violer la Constitution et personne n'a le droit de lui empêcher, il voulait faire la même chose. Mais il devait intégrer cette dimension psychologique qu'il n'a pas su comprendre. C'est difficile de gérer les intellectuels avec sa seule pensée. Et surtout l'essentiel des journalistes sont des intellectuels. Oui. Vous ne pouvez pas prendre des décisions sur eux parce qu'ils sont supposés. Il y a également le code déontologique des journalistes. Voilà, ils sont déjà réglementés par les textes. Ils a réagi en désapprouvant sa décision. Non, mais c'était une sorte de délire. Et j'espère qu'il a compris les messages. Même moi, là, je ne peux pas être assujetti par un monsieur ou par une décision qui est prise en violation de la philosophie de la Constitution. Alors, Alain Bonodia, aujourd'hui, on a ce dossier de tournement. Vous suivez la démarche de la justice contre donc, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, l'homme des instructions, qui aujourd'hui se retrouve devant sa justice pour fournir des informations. Il était encore rentré le mardi. Quelle est votre compréhension de cette démarche à l'endroit d'un ministre en fonction? Bon, déjà, nous devons savoir que le principe de redevabilité s'impose à toute personne qui assume de fonctions dans l'État. M. Constant Moutamba, effectivement, a violé un certain nombre de lois, de dispositions, de lois et même de la réglementation, justement parce qu'il n'a pas respecté la procédure en termes de passation de marché, en termes de financement de projets. Mais il a quand même reconnu qu'il y a eu quelques erreurs administratives et Eliezer Tamboué, député national, a dit ce sont quand même des erreurs administratives dont on peut s'en passer. Non, on ne peut pas. Non, madame, attention, il ne faut pas suivre notre frère Eliezer, parce que déjà, il a des difficultés à être neutre. Il est partie prenante parce qu'il avait accompagné, il est l'une des personnalités qui accompagne Constant Moutamba dans ses erreurs. Ce qui est vrai, il a fauté, il mérite des sanctions, mais il y a un document qui devait en réalité empêcher aux cours des tribunaux d'intervenir de manière épidermique. Ah bon? Quel document? Je constate que Constant Moutamba a eu à prendre certaines décisions en violation de principe, mais il est couvert par la lettre de la Première ministre lui exigeant d'apporter des éléments d'information complémentaires. C'est ce qui donne le caractère administratif à la démarche. Parce qu'en réalité, la question n'a pas été vidée au niveau du gouvernement. C'est là le problème. Et fort malheureusement, notre jeune frère a eu à créer les conditions de conflit avec... à créer des conditions de conflit, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est en conflit pratiquement avec le cours des tribunaux, avec le gouvernement, dans l'essentiel des membres du gouvernement.
avec la société parce que ne voulant pas respecter la norme, il a eu à prendre certaines décisions, à créer un environnement belliqueux contre le magistrat en les traitant de mafieux, de tout ça. Donc, il y avait déjà est-ce que des réactions épidermiques? Effectivement, il a eu à faire certaines déclarations irréfléchies, irrationnelles, et cela a créé un environnement malsain. Mais l'élément déclencheur, à mon sens, d'après l'analyse des faits, c'est lequel? C'est la fameuse ordonnance les nommant comme ministre d'État. Ah, tout est parti de là. Ah, donc les malheurs, si je peux le dire comme ça, du ministre est parti de l'ordonnance qui a été oubliée. Hein. Voilà. C'est-à-dire, quand on l'a nommé, il était informé qu'il était nommé, mais lorsqu'on lisait l'ordonnance, son nom ne figurait pas. D'abord à la RTNC. On a oublié le ministère de la Justice. On a oublié le nom et le ministère. Après, ils sont arrivés au niveau du Parlement pendant la présentation des membres du gouvernement. La première ministre a oublié, bon, n'a pas oublié, n'a pas cité son nom, parce qu'on doit comprendre que le nom ne figurait pas dans l'ordonnance originelle. Il n'a pas été cité. Il suffit seulement de voir son comportement ces jours-là. Quand M. Kamere a rappelé à la Première ministre le fait d'avoir oublié le ministère de la Justice et le M. Constant Moutamba, sa réaction et la réaction des députés présageaient déjà qu'il y avait une frustration. Et cela a conduit inéluctablement à une sorte... il s'est enquisté en fait. Il pensait que la Première ministre ne voulait pas de lui. Et chaque fois qu'il réagissait, il voulait montrer qu'il ne dépendait pas de la Première ministre. Alors qu'il est membre du gouvernement. Alors qu'il est membre du gouvernement. Et que la patronne, c'est la Première ministre sur pied des dispositions pertinentes de l'article 93 de la Constitution. Lui pensait qu'il était un électron libre. Et il faisait plus allégeance à Félix Tshisekedi, qui du reste n'est pas son chef direct. Alors que son chef direct... Son chef direct était la Première ministre. Avec la goutte qui a fait déborder... Exactement, cet élément-là a créé un environnement malsain et il a créé des problèmes avec plusieurs... Est-ce que vous voulez faire croire à l'opinion que c'est un homme conflictuel avec tout ce que vous êtes en train de décrire? Non, mais bien évidemment. Mais comment est-il arrivé là? Comment a-t-il été désigné? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il cédé pour qu'il soit devenu... Qu'a-t-il cédé? Non, mais il a vendu sa conscience, madame. Ah, il a vendu sa conscience. Mais qui a facilité la mise en place de la CENI? Parce que lui, il était avec Kabila. Ah, il était dans SCC, Kabila. Voilà, Kabila n'avait pas mandaté les gens pour intégrer la CENI. Il a usé de la malice et justement pour être là. Mais c'est pour les biens des Congolais. Il en paye les prix alors. Si vous vendez votre âme, les biens des Congolais ou de Félix Tshisekedi. Quand vous participez dans la forfaiture électorale... Comme demain, Alain Bolodjoa peut également changer. Hein, madame, changer... Oui, changer, pour l'intérêt du pays. Non, mais attendez. Vous décidez de rejoindre... Changer, c'est possible, mais changer en mal, c'est pas intéressant. Je n'ai pas une âme à vendre. Je ne peux pas vendre mon âme en contrepartie de biens matériels. N'oubliez pas que nous battons pour un système de valeurs. Je ne peux pas, moi, brader ma conscience en contrepartie des billets des banques. Est-ce alors parce que Constant Moutamba s'est comporté ainsi, comme aujourd'hui, il y a eu un réquisitoire qui a été un document envoyé à l'Assemblée nationale pour solliciter encore de poursuites contre Moutamba pour outrage. Le deuxième document... Est-ce parce qu'il s'est comporté de cette façon que, bien que le document, on sent qu'il a été couvert, comme vous l'aviez dit, il doit mériter cela? Bon, en fait, pour le premier document, je constate que la justice n'a pas bien cerné les enjeux parce que l'insubordination ou le non-respect de consignes ne doit pas nécessairement conduire à une démarche pénale. Voyez-vous, ça c'est la démonstration. Mais donc, vous donnez quand même raison à ceux qui pensent que c'est un règlement des comptes. Non, mais bien évidemment, un règlement de comptes, mais qui est assis sur de faits vrais. Ah, qui est assis sur des faits vrais. Ce n'est pas qu'ils sont en train de mentir. Non, il a violé un certain nombre de principes. Mais la particularité, c'est que c'est une pratique courante dans leur gouvernement. Aucun projet n'a respecté la procédure. C'est-à-dire qu'ils ont tous péché, mais on profite du conflit qu'il a pour lui rendre de compte.
Mais par rapport au deuxième dossier, en tout cas, il est condamnable. Ah, outrage au magistrat. Il est condamnable. C'est vrai que deux fois, nous critiquons la justice, nous critiquons le magistrat, parce que moi, personnellement, je ne fais pas confiance à l'appareil judiciaire, ou pas à l'appareil judiciaire, mais à certains animateurs de l'appareil judiciaire, justement parce qu'ils ont une tendance militante. Les Congolais, comme vont se rappeler, hein, Constant Mutamba l'a dit, je ne serai jamais devant le procureur et la cour de cassation. Il l'a dit. Non, mais il le disait en toute ignorance, certainement parce qu'il pensait, d'ailleurs lui-même l'a dit, il pensait que ses ancêtres allaient le protéger. Il a semblé oublier que le mysticisme dans l'État ne marche pas toujours. Il fait confiance à ses ancêtres, à sa croyance. Il pense que les dieux de ses ancêtres étaient plus puissants et tout ça. Mais il semble oublier que ces détracteurs utilisent les droits, fort malheureusement, dans le souci de faire vivre la justice, bien qu'eux-mêmes aussi ont des intentions cachées. Il est rattrapé. Comment peut-il ne pas reconnaître l'autorité ou la compétence de la Cour de cassation lorsque cette Cour est créée par la Constitution et dans ses missions, il est en droit de juger et de traduire ou de créer les conditions du jugement d'un ministre en fonction. Parce que la Cour de cassation, c'est un homme de droit. La Cour de cassation est le juge pénal. On l'appelle également Maître Constant Mutamba. Oui, mais Maître Congo, ça ne veut absolument rien dire. On peut être maître et ignorer le droit. Ou sinon, on peut connaître le droit et ne pas le considérer. Alors, ces derniers temps, trop de dossiers de détournement. On parle de l'ARSP avec Miguel Cachal, je pense que je n'ai pas. Ou quelque chose comme ça. Voilà, Miguel. Cacham. Voilà, et lui aussi qui est cité, ouais. Des tournements à gauche, à droite. Aujourd'hui, la justice veut également une autorisation pour poursuivre Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances. Mais Alain Bolodjoa, est-ce que tout ce qui se passe là, vous ne voyez pas que l'appareil judiciaire aujourd'hui est décidé peut-être décider de faire comprendre à la population qu'il n'y a plus d'hommes forts? Non, c'est faux. C'est faux. La justice travaille sous le rythme de M. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a dit qu'il ne se gère pas. Non, mais je ne sais pas si vous avez souvenance d'une vérité qui est sortie de Félix Tshisekedi. Ce qui est vrai, madame, la justice est au service du pouvoir et non de l'État. Nicolas Kazadi, on sait quand même qu'il est de la famille politique du chef de l'État. Oui, mais il est en conflit d'intérêts. Nicolas Kazadi, qui a été taxé de détourneur, n'a pas été poursuivi. Mais Nicolas Kazadi, qui a dénoncé, est poursuivi. Vous voulez parler de deux personnages non, mais différents? Ils ne veulent pas poursuivre Nicolas Kazadi, qui est reconnu comme détourneur, mais comme dénonciateur. Le fait d'avoir divulgué certaines informations en termes de malversation financière, en termes de détournement, en termes de mafia qui s'organise au niveau de l'État, c'est pour ça qu'il va être poursuivi. Mais si vous suivez les déclarations de Nicolas Kazadi, il n'a fait que dénoncer. Et la justice. Mais pourquoi a-t-il attendu après qu'il ait quitté la gestion de la chose publique, madame, pour commencer à dénoncer? Madame, c'est qu'il est complice. Nous l'avons attaqué, acculé pendant qu'il était en fonction. Il était protégé par la justice et M. Félix Tshisekedi. Qui a pris la décision disant qu'on ne pouvait pas poursuivre Nicolas Kazadi pour le fait de lampadaires et forage? C'était le procureur général près de la Cour de cassation. Qui l'a protégé? C'était M. Félix Tshisekedi. Mais le fait d'avoir dénoncé... Ce sont des affirmations quand même. M. Félix Tshisekedi l'a protégé parce que Nicolas Kazadi lui-même avait dit que M. Félix Tshisekedi l'avait appelé pour lui donner des orientations afin d'éviter d'être arrêté. Et lui-même aussi, Félix Tshisekedi a dit qu'il était un parent et on ne pouvait pas le poursuivre, on ne pouvait pas mettre en pâture son honneur à la face publique. Et le ministre Robota qui a été poursuivi n'est pas parent? Il est également parent. Non, mais lui, il est parent, mais il n'est pas dans le sillage, il n'est pas dans le précaré. Il est membre de l'Union Sacrée. Il peut être membre de l'Union Sacrée, mais il n'est pas dans le précaré. Parce qu'aujourd'hui, dire qu'on continue toujours avec cette République des hommes forts? Non, mais madame,
Une justice à double vitesse. Effectivement, vous devez savoir que dans la configuration actuelle, il y a plusieurs influenceurs, si je peux le dire ainsi, de la politique gouvernementale. Quand M. Nicolas Kazadi s'est permis, a eu le courage de dire qu'il y a l'argent qui sort et ils vont se servir, on se partage. C'est-à-dire il a touché les intérêts des gens qui ont le lien de sang avec Félix Tshisekedi. C'est en ces moments-là qu'ils ont réagi. C'est-à-dire aujourd'hui, on protège les criminels proches de la famille et on sacrifie d'autres. Si aujourd'hui, vous regardez très bien, le ministère des Finances aujourd'hui, il y a mes gestions, mais personne n'en parle. Il n'y a pas de fuite. Avec Doudou Famba. Il n'y a pas de fuite. Parce que justement, il est en relation de sainteté avec le pouvoir. Donc vous voulez dire que Doudou Famba applaudit aujourd'hui à gauche, à droite, bien qu'il y a quand même... Parce qu'il protège les intérêts des gens. De la même manière, Fifi Masuka, dans le là-bas, est protégée parce qu'elle défend les intérêts. Le jour où elle sera en conflit, on va commencer à vous rappeler les faits. Donc, Doudou Famba est en train de protéger malgré, selon vous, sa mauvaise gestion? Non, mais il y a malversation de finances publiques. Ah bon? Je ne dis pas qu'il y a détournement, mais il y a malversation. Il y a plusieurs cas qui démontrent à suffisance qu'il y a malversation. Lesquels, par exemple? Non, mais il y en a beaucoup, madame. Non, donnez-nous même deux. Non, mais il y en a beaucoup. Même un seul cas. Les paiements des agents. Le non-respect de la chaîne des dépenses. Il y en a beaucoup. Le compte parallèle. Ah, les comptes parallèles. Mais pourquoi poursuit-on monsieur Constant Moutam? Parce qu'il y a des fonds qui échappent à la chaîne des dépenses. Donc c'est le même cas au ministère des Finances. Voilà, donc rien n'a changé jusque-là. Mais alors qu'est-ce que vient faire encore Fifi Masuka? Non, mais Fifi Masuka, il y a mes gestions, mais elle n'est pas poursuivie. Et justement parce qu'elle est en odeur de sainteté avec les centres d'intérêt qui sont généralement les familles biologiques. C'est pourquoi elle est protégée. Mais elle est protégée. Finalement, est-ce qu'on voulait dire aujourd'hui que dans ces pays, il n'y a pas, pour ceux qui gèrent, il n'y a pas d'hommes honnêtes? Bon, en tout cas, je n'en vois pas. Peut-être que ça existe, ils existent, mais ils existent en dehors du circuit. Ou sinon, ce sont des gens qui sont des fonctionnaires. Mais dans la classe politique, il n'y a personne qui gère rationnellement son secteur. Personne. Ah, mais ça c'est quand même grave. Il n'y a personne. Mais pour un pays en voie de développement. Non, le Congo n'est pas en voie de développement. Et les pays à quel niveau? Parce qu'on a dit le Congo n'a même pas de niveau. Kabila a laissé un trou profond et que Tshisekedi était en train de remblayer ce trou. Ce n'est pas ça. Les remblayer avec quoi? Avec de la saleté. Ça crée de la boue et puis ça renforce davantage la situation. Félix Tshisekedi a touché un élément que Kabila n'avait pas touché. Un élément? Lesquels? Effectivement, le tribalisme. Dans le tribalisme, on protège les siens. Ce n'était pas le cas avec Kabila. Mais on va voir que du temps de Kabila, autour de lui, c'était plus aussi les gens de son côté. Ah bon? Comme qui, par exemple? Son directeur de cabinet ou comme qui? Parce que l'essentiel des détournements ont été effectués par des membres qui sont aujourd'hui dans l'Union sacrée. L'essentiel des détournements. Mais les gens estiment que parce que du temps de Kabila, c'était un peu, ça vient pas de moi, c'était la dictature et que personne ne pouvait parler. Félix Tshisekedi amène cette liberté pour dire que ce sont des adultes. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens se permettent un peu de tout, c'est pas ça. Ah, lui, il est démocrate. Dans la démocratie, le respect de procédures de décaissement de fonds sont un principe majeur. On ne doit pas considérer un laxiste comme démocrate. On ne va pas considérer quelqu'un qui encourage ou qui crée les conditions de détournement comme un démocrate. C'est M. Félix qui crée les conditions de détournement. Mais bien évidemment, parce que tout l'essentiel de programme que lui, il a pu initier, il n'y a eu que détournement. Programme Sanjo, programme Tirégelo, programme PAU, programme alimentaire d'urgence, programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, et tous ces programmes, programme 145 territoires. Il n'y a eu, effectivement. Il n'a pas d'essence managériale à même de porter la responsabilité d'État. Ah. Il n'a pas le caractéristique d'un chef. Comment ça? Alors qu'il est applaudi. Non, mais certains, madame, même à l'extérieur du pays. Non, madame, si vous avez l'argent, vous pouvez recruter des applaudisseurs. Il suffit seulement d'avoir l'argent et la signature. Pensez-vous vraiment que les gens qui entourent Félix Tshisekedi l'entourent parce qu'il est compétent? Non, parce qu'il a la signature. Ah, parce que ce sont des flatteurs. Il a la signature. Madame, Messieurs, prenons à présent ce troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine.
Vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain les Congos soient balkanisés. Voilà, nous avons dit, lui et moi, et nous sommes dit que jamais sous notre ère que le Congo sera balkanisé. Je suis venu pour ça et pour insister que le dialogue est nécessaire et qu'ils reçoivent les pères spirituels. Je crois qu'un camp de la patrie, ce n'est pas comme qui dirait qu'il y ait une union sacrée avec tout le monde. Un camp laisse supposer l'existence d'un camp adverse. Mais on commettrait l'erreur de se précipiter à exiger sa démarche. On risque de jeter le bébé avec l'eau du bain. Je crois qu'on ferait mieux d'attendre que l'État fasse son effet et que lui-même prenne la peine d'expliciter les contenus de sa pensée. Non, les deux ne s'excluent pas. Hein? Les deux ne s'excluent pas. Nous sommes des patriotes. Nous sommes sur la même scène, nous sommes dans une, sauf une démonstration du contraire, dans une même famille de l'opposition politique. Donc on va probablement entrer en contact avec lui pour en savoir plus. Mais il ne s'agit pas que de nous. Ce serait mieux qu'il explicite sa pensée pour que l'opinion nationale soit fixée. On peut se poser la question légitimement de savoir qui va faire partie du camp de la patrie. Non, nous estimons qu'il n'a pas réuni, je dirais, les engagements pris, sauf qu'il est en train d'éviter de nouveaux concepts pour lesquels l'opinion attend des explications. Quand on parle du cas de la patrie, je suis en train de vous dire. Alain Bolodia, aujourd'hui dans l'opposition, on vous voyait de temps en temps soutenir la position de Martin Fayulu. Aujourd'hui, Martin Fayulu décide de se rapprocher de Félix-Antoine Tshisekedi pour l'intérêt du pays. Quel est ce sentiment qui vous a animé lorsque vous avez reçu cette nouvelle? Bon, ce qui est vrai, si je dois être... Soyez sincère. Hein? Comme d'habitude, si je dois être direct, j'avais déjà des éléments d'information sur tout ce qui allait se faire. Ah bon? Oui, mais on a des amis communs en fait. J'avais certaines informations par rapport à sa démarche. Avant, la démarche de Martin Fayulu. Effectivement. Avant, pendant et même après, j'ai certains éléments, bien que depuis un certain temps, je me contente de ce qui est dit à la télé. Moi, ça ne me surprend pas. Comment ça? Ça ne me surprend pas, mais ça me déçoit dans une certaine mesure, du simple fait qu'il y a une erreur de plus qui vient de s'ajouter dans son palmarès. Une erreur de plus? La situation que nous vivons aujourd'hui, lui-même l'avait décrit d'ailleurs, résulte de la seule volonté de Kabila, de Félix et de Nanga. Ce sont les trois personnages qui ont eu à faire dérailler le pays. Et quand on militait en faveur de la vérité des urnes, on savait que ce sont les trois acteurs majeurs de la crise. Et pendant tout ce temps, nous disions que ça allait avoir de l'incidence sur la fonctionnalité de l'État et ça allait créer un dysfonctionnement systémique du système de défense et de tout ce qui va avec. Nous savions qu'on allait atteindre ces niveaux de la crise.
C'est vrai que la crise, elle est multiforme. Ouais. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y a plusieurs acteurs. Mais ce qui est vrai, sur le plan interne, il y a 3 facteurs aggravants qui justifient dans une large mesure... Quels sont ces facteurs? Félix Tshisekedi, Kabila, Nanga. Donc ces 3 acteurs. Ce sont ces 3 acteurs qui sont aussi des facteurs aggravants de la situation. Parce que, pourquoi Nanga, sur base de quoi Nanga justifierait son action? Sur le fait que Félix Tshisekedi n'ait pas respecté l'accord. Et c'est ce que Kabila dit. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, la grande crise résulte de FCC Cash. Mais alors, vous avez parlé de l'accord. Est-ce que vous connaissez cet accord? Parce que non, tout le monde attendait quand même que connais. Kabila puisse dire aux Congolais, lors de sa dernière sortie médiatique, Madame, nous parler de cet accord. Madame, mais jusque-là, il ne parle pas du tout de l'accord. Madame, je tiens à vous préciser que ce que vous cherchez, ce n'est pas de voir l'accord, mais de vivre les effets de l'accord. Mais les Congolais ont le droit d'être informés. Non, mais bien évidemment, mais les Congolais ne verront pas tous les si, accords, mais ils peuvent vivre l'accord. Dans les systèmes actuels de la RDC, si cet accord était couché sur un papier, vous pensez qu'il n'allait pas... non, mais ça dépend. Si c'était Tshisekedi qui pouvait en être bénéficiaire, il allait divulguer. Ce n'est pas le cas pour Kabila. C'est pas le cas pour Kabila. C'est pas le cas pour Kabila. Et au-delà de tout, c'est lui qui va divulguer cet accord, ne sera pas épargné dans le processus, dans la démarche judiciaire qui peut être enclenchée. Parce que c'est un fait criminel. Ils ont violé intentionnellement le droit souverain de la population et donc ils sont poursuivables. Voyez-vous? Qui sont poursuivables? Les 3 acteurs, donc Nanga, Kabila, Félix, sont poursuivables parce qu'ils ont marché sur le droit souverain de la population. Mais ce que moi je voudrais vous dire, vous avez vécu, vous tous, cet accord. Vous n'avez pas besoin de le voir pour y croire. Félix Tshisekedi n'a pas été élu. Félix Tshisekedi est une invention de Kabila. Parce qu'il n'avait pas... Vous étiez là. Madame, les organisateurs vous disent qu'il n'a pas été élu. Pourquoi ils n'ont pas dit tout ce temps? Mais justement parce qu'ils étaient dans... Ils avaient des intérêts. Et qu'est-ce qui peut croire que c'est vrai, c'est qu'ils disent aujourd'hui? Non, mais justement parce que nous l'avons dit avant. Nous l'avons dit avant et nous avons sous-tendu notre analyse. Nous avons sous-tendu qui n'avait pas les serveurs centrales, qui n'avait pas tout. Donc, Madame, moi je vous donne les éléments et vous allez les confronter aux lois. Est-ce que ces débats à ce jour, Félix Tshisekedi a déjà fini ses 5 ans? Comprenez que c'est comme un parent qui va prendre une autre femme en dehors de la maison. Il attrape le VIH. Il est malade, il est agonisant, et vous dites non, c'est le passé, on ne doit pas parler de comment il a contracté, de quoi il souffre. Non, nous souffrons de du sida politique. Le fait d'avoir... La RDC souffre du sida politique. Non, mais c'est ce que nous vivons. C'est-à-dire qu'il y a un parent irresponsable qui a pris de femmes et aujourd'hui il amène la maladie. Non seulement que lui-même est malade, mais il rend la maman malade et la maman rend les autres enfants malades. Et qui est maman? Non, mais la maman c'est l'État. L'État est malade par le fait que... Non, mais papa c'est lui-là. Qui? C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. C'est lui le papa. Et Kabila c'est qui? Ah, mais Kabila c'est la femme, l'autre femme là. C'est-à-dire que nous pensons que nous devons connaître le facteur causal pour que nous arrivions à résoudre le problème. Parce que tout le monde parle du dialogue. Lorsqu'ils iront au dialogue... Partage des gâteaux. Non, mais le partage viendra après. Mais ils doivent d'abord crever l'abcès. Ils doivent se dire des vérités. Quand ils vont se dire des vérités, Kabila va dire à Félix, nous avons signé un accord, vous n'avez pas été élu, j'ai fait de vous président. Mais Félix vous a donné l'opportunité de venir. De venir quoi? Les consultations avec... non, lui il est malade, comment va-t-il nous consulter? C'est lui, il est malade. Mais il fallait venir faire entendre. Madame, c'est lui qui est malade. Il doit se faire consulter. Alors, est-ce que Martin Fayulu est parti parce qu'ils sont réellement que la RDC est menacée? Parce que ce n'est pas aujourd'hui. Fayulu a refusé plusieurs fois. La RDC est effectivement menacée. Oui, la RDC n'est pas menacée seulement aujourd'hui. Non, la RDC est menacée. Fayulu prend cette décision après qu'il ait signé un document avec Joseph Kabila, non, mais effectivement, Madame, moi je voudrais vous dire
moi personnellement, je ne soutiens pas la démarche de Martin Fayulu. C'est que vous êtes contre la population alors? Non, je ne suis pas contre. Alors? Pendant qu'il n'était pas avec Félix Tshisekedi, il s'est battu contre la population ou pour la population? Moi, je tiens à vous dire que nous sommes là en face des calculs politiques que la population n'arrivera peut-être pas à comprendre. Donc, Martin Fayulu est dans les calculs politiques. Tout le monde est dans les calculs politiques. Même Alain Bolodja. Tout le monde est dans les calculs politiques. Même Alain Bolodja. Tout le monde est dans les calculs politiques. Fort malheureusement, la population ne veut pas qu'on lui dise la vérité. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Alors, dites-nous la vérité. Monsieur Kabila était à la base du dérèglement, comme je vous ai dit. Il a signé des accords avec Félix Tshisekedi. Cela a conduit au dysfonctionnement. Et ces dysfonctionnements a amené le FCC cache à s'éclater. Il y a d'autres membres du FCC qui sont restés avec Félix Tshisekedi pour créer l'Union sacrée. C'est-à-dire, il y a eu inceste à ces niveaux. Il y a eu inceste. Et l'évolution a fait que Nanga ne se retrouvant pas, il a rejoint le M23 qui du reste était aussi frustré par rapport au comportement de Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que la crise que nous avons aujourd'hui, tout ce que nous avons dénombré comme mort, c'est la conséquence du non-respect récurrent des accords signés avec plusieurs acteurs. Et si ces accords-là n'était pas pour l'intérêt du peuple congolais? Non, mais effectivement, ce n'était pas pour l'intérêt du peuple congolais. Et que Félix Tshisekedi a compris qu'il ne peut pas le faire. Non, mais fort malheureusement, il a pris des engagements avec ces gens et ils lui font pression. Voilà pourquoi nous pensons la solution n'est pas d'approcher Félix Tshisekedi. La solution n'est pas non plus d'approcher Kabila. La solution, c'est de le mettre hors d'état de nuire. Qui les deux? Les trois. Les trois. Félix Tshisekedi, Kabila, Nanga. Et Nanga. Mais ce sont eux qui sont à la base de la crise. Mais Fayulu vient de s'ajouter. Mais voilà pourquoi... Non, mais attendez. Fayulu ne s'est pas ajouté dans la crise. Fayulu a donné à Félix Tshisekedi des pistes et des solutions pour l'épargner par rapport à ce qui pourrait éventuellement arriver. Madame, laissez-moi parler. Allez-y, allez-y. Alain Bolodja, vous avez la parole. Monsieur Fayulu a approché M. Kabila à plusieurs reprises. Ce que moi je ne comprends pas, c'est l'agitation qui caractérise aujourd'hui les kabilistes. Ah, l'agitation. Ils sont agités. Il a trahi qui? Non, mais parce qu'il avait signé, il a signé avec... Madame, Fayulu est la deuxième victime de décisions irréfléchies des Kabila. La deuxième victime. Après le peuple, c'est Fayulu. Parce qu'il avait bénéficié du suffrage de la population. Moi, j'ai condamné Fayulu le fait d'avoir approché Kabila. Kabila devait être arrêté. Déjà en son temps, on devait conjuguer nos efforts pour que ces messieurs soient neutralisés. C'est lui qui a fait dérailler le pays. C'est lui qui nous fait souffrir et qui justifie dans une large mesure tout ce que nous avons enregistré comme mort. Fort malheureusement, pendant qu'ils étaient ensemble dans la Mouka, il y a eu une session. Certains sont allés vers Félix Tshisekedi et les autres sont restés, ils étaient restés à deux. Avec Mouzitou. Mouzitou a embrassé Félix Tshisekedi. Fayulu a embrassé Kabila. Ah, voilà pourquoi moi... Dans les deux qui étaient dans la Mouka, vous êtes en train de nous dire que Fayulu était avec Kabila depuis? Mais bien évidemment, ils ont créé le bloc patriotique. Non, mais il disait que c'était juste pour un temps. Non, mais ça ne pouvait pas se justifier, madame. Donc, depuis le bloc jusqu'à ce jour, il y a fait renaître permanent. C'est ce qui a fait renaître Kabila. Ah. Parce qu'au départ, avant les élections, Kabila était quasi absent dans le cœur des Congolais. Kabila était partant. Donc, c'est grâce à Martin Fayulu. C'est grâce à Félix Tshisekedi d'abord, qui a protégé Kabila pendant 2 ans et qui lui a donné la possibilité de ressurgir dans la scène politique. C'est grâce à Fayulu que Kabila a eu le courage de se déclarer politicien et de faire la politique avec son parti. Aujourd'hui, les gens du PPRD pensent que Fayulu n'avait pas droit de le faire. Et pourtant, en réalité, Fayulu ne pouvait même pas être avec Félix Tshisekedi et avec Kabila. Avec le fait d'avoir fait des déclarations, organisé des manifestations, ça a permis à Kabila de renaître sur ses cendres. Et c'est pour ça qu'il s'est repris après, il a décidé de venir vers Félix. Fayulu a des éléments d'information selon lesquels Kabila est avec Nanga et Kabila a l'intention
de recouvrer ou de revenir au pouvoir par la force. C'est-à-dire il était en droit de décider de ne pas être avec Kabila. Mais ce qu'il a fait de mal, c'est le fait d'avoir approché Félix Tshisekedi. Ah, il n'aurait pas dû le faire. Non, il devait rester au centre et éventuellement proposer la création de camps de la patrie. Parce que les camps de la patrie, ce sont les victimes des actes posés par Kabila et Félix Tshisekedi et Nanga. Les camps de la patrie devaient être constitués de la deuxième victime et de la première victime pour que nous arrivions à fédérer les énergies de la majorité silencieuse. Mais de toutes les façons, malheureusement, il n'avait pas cessé de dire que Kabila c'était la FC des Corneille Nangaa. Non, mais et en son temps, personne, même vous ne l'avez pas cru. Madame, qui vous dit que je n'avais pas cru? J'attendais les preuves. J'attendais les preuves. Il ne suffit pas seulement qu'ils les disent parce que Félix Tshisekedi ne veut pas dire la vérité. Mais moi, je tiens à vous dire, le M23, c'est Félix Tshisekedi. Ah, voilà, je vous dis, le M23, c'est Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi était déjà en contact avec le M23. Madame, s'il vous plaît, depuis 2012, il était en contact avec le M23. Il ne pèse à soutenir le M23, il ne pèse à participer. 2023, c'était pour sauver le pays, non? Non, 2013, pardon. 2012-2013. Au-delà de ça, en 2020, le M23, 2019-2020, le M23 était ici, avec le dossier Bissilele, le M23 était là. Mais je tiens à vous dire, Thomas Lubanga est avec le M23, il était membre des task force à la présidence de la République. Il y a peu. Mais Corneille Nangaa n'a cessé de dire qu'il a beaucoup d'éléments qui sont encore en République démocratique du Congo. Il a beaucoup d'éléments. Thomas Lubanga a été nommé membre de task force à la présidence. Il a travaillé avec Félix Tshisekedi. Il était candidat député national pour le compte de l'Union sacrée. Aujourd'hui, il est à Ituri. Il mène ses opérations. On fragilise le commandement des opérations là-bas pour lui permettre d'avancer. Et vous pensez que Félix Tshisekedi n'est pour rien. C'est un complot contre la République. Madame, messieurs, prenons ces derniers dossiers de notre rendez-vous de la semaine. Le secteur opérationnel de l'armée en Ituri a un nouveau commandant. Il s'agit du général-major Bruno Mandevou qui remplace à titre intérimaire le général-major Nyembo Abdallah qui est affecté au Nord Kivu pour exercer la même fonction au secteur opérationnel Sokola 1 et Front Nord. La passation de bâton de commandement entre ces deux officiers généraux a eu lieu ce vendredi 30 mai à Bunia. C'était en présence de membres de l'état-major secteur opérationnel Ituri, occasion pour le général-major Nyembo Abdallah d'appeler ces derniers à accompagner son successeur afin d'arriver à l'état final recherché qui est le rétablissement de la paix en Ituri. Le commandant qui est venu, loin de ce que les gens racontent, qu'il est extra, monsieur, qu'il est extra. Vous aurez le temps de les connaître. Quand vous avez travaillé avec moi, avec la même allure, continuez. Soyez avec lui. Soyez toujours prêt avec lui. Et aidez-le à franchir, à aller de l'avant pour que demain qu'il y ait la paix. Ces nouveaux collaborateurs du lieutenant général Boyanka Chamadjouni promet continuer sous la lancée de son prédécesseur. Il nous a prodigué les conseils. Moi, je viens d'en faire. Vous saurez si je suis plus méchant ou pas. Et ce que moi j'aime, c'est la discipline militaire. Et nous devons se découvrir petit à petit pour que nous accompagnions nos autorités pour que la paix revienne. Dans sa mission, le général-major Mandevou Bruno va traquer les groupes armés hostiles au processus de paix initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les garants de la nation. C'est un briefing pour présenter les perspectives concrètes qu'offre la zone économique de Moussompo dans la province du Lualaba. Le ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises a annoncé que la ZES de Moussompo est appelée à générer 40 000 emplois, dont 20 000 directs et 20 000 indirects à moyen terme.
En ce qui concerne les zones économiques spéciales, comme vous le savez, il y a la zone économique spéciale de Maluku qui est déjà opérationnelle avec Psychola qui est là-bas et qui, au-delà de générer près de 400 ou 500 emplois directs, on génère 1800 indirectement. Il y a ceux qui fabriquent les carreaux, qui d'ailleurs nous a annoncé dernièrement commencer à faire les premières exportations de carreaux, ce qui est très encourageant. Et bien sûr, il y a la zone économique spéciale Kinmalebo, qui est en cours de réception maintenant. Les travaux sont très avancés d'aménagement. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, il y a 2 mois, j'étais à Kolwezi. C'était pour lancer la zone économique spéciale de Moussampo, qui est porteuse de beaucoup d'espoir pour la chaîne de batterie. À terme, c'est une zone économique spéciale qui va générer 20 000 emplois directs et 20 000 encore indirects, au total près de 40 000 emplois, et qui va propulser la RDC réellement dans le carré des pays qui réellement profitent de cette transition énergétique pour capitaliser là-dessus, parce que nous avons les minerais critiques qu'il faut. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a souligné que la création de ces milliers d'emplois répond à la vision du président de la République Félix Tshisekedi, qui veut faire émerger une nouvelle génération des Congolais prospères et productifs. Ce soir, nous voulons être sûrs que nous donnons les maximums d'informations pour que les Congolais comprennent que malgré la situation que nous connaissons dans l'Est, nous sommes pleinement impliqués dans ce qui concerne l'avenir, et l'avenir de ce pays s'est construira notamment autour des PME et des PMI, mais aussi les efforts qui sont faits pour créer cette culture entrepreneuriale nécessaire pour nous permettre de booster pleinement notre potentiel et générer des milliers d'emplois et des millionnaires, tels que l'a toujours souhaité le président de la République. L'AZES de Moussampo sera principalement dédiée à la filière des batteries électriques et des véhicules du futur. Elle accueillera des entreprises locales et étrangères, des PME innovantes ainsi que des multinationales. Cet environnement favorable à l'investissement devrait attirer jusqu'à 2 milliards de dollars au cours des prochaines années. Il est impossible que nous créions des champions dans notre pays si nous ne leur donnons pas un accès au financement des taux réduits et si nous ne baissons pas le fardeau fiscal sur eux. C'est ainsi que nous avons pris un certain nombre de décrets qui ont été approuvés en Conseil récemment, donnant des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers aux jeunes entrepreneurs, aux start-up et à l'artisanat. Et plusieurs autres avantages d'encadrement, y compris même l'octroi d'un congé pour ceux qui travaillent dans une entreprise et qui veulent créer leur structure. Ils auront maintenant le droit de prendre 1 année de congé pour aller se concentrer à la création de leur entreprise. Selon les autorités, les retombées économiques des Moussampo dépasseront le simple périmètre de la zone. Elles devraient simuler la croissance des services, du transport, de la formation technique et de l'entrepreneuriat local, multipliant ainsi les débouchés dans d'autres secteurs d'activité. Alors, Alain Bolodua, que faut-il faire aujourd'hui pour que la paix soit restaurée dans l'Est de la République démocratique du Congo? D'un côté, on a cette démarche avec les États-Unis d'Amérique. De l'autre côté, on a Doha. Et à l'Est, il y a Joseph Kabila Kabange qui est en train de chercher aussi la paix. Bon, moi, personnellement, je pense que c'est vrai, le messager n'est pas crédible. Mais le message de Kabila n'est pas à rejeter totalement. Parce qu'il a su relever certains faits sur le 12. Et ces faits-là corroborent pratiquement avec ce que nous disons. Mais cela ne veut pas dire que je dois gober ce qu'il a dit. Un autre élément, la communauté internationale s'intéresse, et surtout le Qatar, justement parce qu'ils veulent protéger leurs intérêts. Mais je pense humblement que la solution, la vraie solution, c'est celle qui répare, qui corrige, qui sanctionne, qui rend justice aux victimes de la guerre. Parce que vous pouvez tout dire. Même si le politicien s'entendait aujourd'hui, ça ne sera pas une solution. Peut-être une solution éphémère. Il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de victimes. Nous devons veiller sur la justice. Et le jour où il y aura une bonne justice, on va penser les plaies. On va créer les conditions de vivre ensemble, le vouloir vivre collectif. Mais cela étant, j'ai
parcouru le document de prêtres et de l'ECC. Je constate qu'il y a deux niveaux, au niveau interne et au niveau international. Je pense que c'est la démarche techniquement correcte par rapport à tout ce qui est en train d'être mené. Mais ils ont un autre élément, un avantage, leur crédibilité dans l'opinion. Le prêtre et ECC sont acceptés pratiquement par toute la classe politique. La seule personne qui créait obstacle, c'était M. Félix Tshisekedi. Est-ce que la population accepte ces... Non, bien évidemment, la population attend ça, bien que moi, personnellement... Non, mais la population s'exprime à travers le Parlement. C'est pas à travers Alain Non, le Parlement fait partie de la crise. Le Parlement ne peut pas être... Oui, mais aujourd'hui, la population, c'est le Parlement. Quel Parlement? Le Parlement des gens qui avaient des machines à la maison qui sont portés de voix. Oui, vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire. Madame, nous sommes en politique. La population aujourd'hui, c'est le Parlement. C'est faux. C'est faux. Ils ont une portion de responsabilité, mais non pas la totalité. Alors quand on voit, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de statistiques, mais on comprend que plusieurs Congolais ne sont pas d'accord avec cette démarche. Non, mais quand est-ce que vous avez fait votre sondage, madame? Ne suivez pas les gens de l'IDPS, ce sont des âmes perdues. Moi, je tiens à vous dire, madame, l'essentiel des Congolais sont d'accord, ils font confiance à l'Église catholique et à l'ECC. Justement parce qu'ils ont vu loin. Leur proposition apparaît salvatrice dans une certaine mesure. Pourquoi? Parce que techniquement, c'est irréprochable. Voyez-vous? Mais l'aspect politique peut leur échapper, d'autant plus qu'ils n'ont pas un pouvoir coercitif. Ils dépendent de la volonté, de l'acceptation des autres. J'ai suivi mon aîné Martin Fayulu. Il est allé voir Félix Tshisekedi. Il lui a parlé, il lui a dit d'adhérer à la vision de l'Église catholique. Mais moi, je tiens à vous informer, j'en avais parlé l'autre fois, M. Félix Tshisekedi est l'un des initiateurs de cette démarche. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il leur avait accordé leur cutus et son cutus avant même qu'ils commençaient à poser les premiers actes. Cela sous-entend quoi? Si Félix Tshisekedi accepte aujourd'hui, les choses vont aller facilement. Et de son côté, il avait peur de ces démarches parce qu'il pensait que ça allait profiter aux autres pour exiger son départ. C'était ça sa crainte. C'est-à-dire que les débats que nous avons, la crise que nous avons, il y a quelqu'un qui veut protéger un pouvoir mal acquis, il y a d'autres qui veulent le ravir de manière escabreuse et les gens pensent que nous allons résoudre la crise. Moi, je pense que si l'Église intervenait, on va trouver des solutions en interne. Et cela va servir de base ou de socle pour les solutions en international. Est-ce que vous êtes en train de dédouaner le Rwanda? Pardon? Vous dédouanez le Rwanda comme si vous voulez présenter aux Congolais que ce qui s'est passé à l'Est, c'est une affaire seulement des Congolais. Madame, si ma femme devient infidèle, le monsieur a une part de responsabilité, n'est-ce pas? Mais si les raisons qui justifieraient son infidélité résultent de moi, vous voulez que je dise quoi? Vous pensez que le Rwanda, en tant qu'État, pouvait prendre les risques de nous attaquer s'il n'y avait pas de faiblesse en interne? Pourquoi voulez-vous rendre célèbre donc, Alain Bolodia en train de dédouaner Kagame? Non, je ne suis pas en train de dédouaner. Je refuse de pleurnicher comme des gamins. Si vous voulez continuer à pleurnicher dans votre mur de lamentation, ce n'est pas moi. Le Rwanda profite de notre naïveté pour nous attaquer. C'est ce que j'ai dit. Et c'est nous qui avons commencé à attaquer le Rwanda. Vous savez pourquoi l'IDPS a chanté Yonani Oboya Kagame? Parce que nous avons refusé la présence de Kagame ici. Nous avons voulu organiser des activités sur le boulevard. Ils ont déployé des militaires pour nous arrêter. Alors, on ne doit pas changer l'histoire. C'est nous qui avons combattu le Rwanda. Pendant que l'UDPS flirtait avec Kagame, nous l'avons combattu. Je n'ai pas parlé seulement de l'UDPS, mais tous ces rapports qui ont démontré clairement c'est le Rwanda. Madame, ne comptez pas trop sur les rapports parce que dans Parce que hier, on ne pouvait pas identifier clairement que c'est les Rwandais. Madame, c'est faux. Comment pouvez-vous vous laisser berner par le pouvoir? Nous plusieurs fois qu'on s'est... L'accord d'Addis Abeba. L'accord d'Addis Abeba. Pourquoi on a exigé au Rwanda de mettre en place un comité de suivi, de mécanisme de suivi d'accord d'Addis Abeba au Rwanda? Madame, arrêtons ça. Le Rwanda est cité dans plusieurs rapports. Le rapport de l'ONU de 2012 a cité le Rwanda.
Le rapport oui, de la mais aujourd'hui, on a le pays qui parle quand même du Rwanda comme agresseur. Le pays parlait du Rwanda parce qu'il y a eu des sanctions contre le dignitaire rwandais il y a bien longtemps. Vous parlez de quoi? Vous vous laissez charmer par le discours de ces gens ici qui ne maîtrisent rien. Par le discours, mais c'est qu'on Madame, quelle est la solution? Oui, vous avez critiqué. La solution, c'est quoi? Vous avez critiqué le Rwanda, oui, j'applaudis. La solution, c'est quoi? Mais vous êtes en train de négocier avec le Rwanda, non? Vous avez signé des accords avec le Rwanda. La résolution 2773 n'avait pas refusé de... C'est un haut traître. C'est lui qui n'avait pas refusé de négocier avec le Rwanda. Alors, celui que vous citez là, c'est un haut traître. C'est complètement fini, mais on va quand même se rappeler que la République démocratique du Congo, à la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, a été quand même élue comme vice-présidente et membre non permanent du Conseil de sécurité pour un mandat de 2 ans qui débutera au mois de janvier 2026. Alain Bolodia. Ouais, c'est une bonne information. Alors, en quoi cette nomination ou cette élection est avantageuse à la République démocratique du Congo? Justement, il y a quelqu'un d'entre nous qui va trouver un travail. Il y a quelqu'un qui sera promu à ce niveau. Certainement qu'il aura un revenu. Espérons seulement que le poste va procurer, va apporter... Quel est l'impact de cette élection dans la vie du Congolais? Ça dépendra du comportement de la personne et de politiques cohérentes que nous aurons à mettre en place. C'est un atout, mais ce n'est pas un tout. Voilà pourquoi j'ai dit, très souvent, nous n'arrivons pas à cerner les vrais enjeux. Savez-vous que le Rwanda a aussi à être là dans le Conseil de sécurité comme membre non permanent? Mais in fine, qu'est-ce qu'il y a eu? Le Rwanda nous a attaqués. Le Conseil de sécurité n'a pas empêché au Rwanda, qui était membre du Conseil de sécurité, d'organiser les attaques avec M23. Aujourd'hui, vous dites à la population que c'est un avantage. Oui, il faut en faire maintenant une opportunité. On a vu le président de la République qui a même donné un bouquet de fleurs à la ministre des Affaires étrangères. Madame, quel est le lien entre la chose qui a été faite et le fleur? La fleur, ça symbolise quoi? La fleur, c'est toujours une reconnaissance, une jolie... À une jolie femme, vous donnez la fleur... Non, pour dire merci. Non, mais supposons que si c'était un homme, il allait donner quoi? Non, dire merci, il faut le dire de manière administrative. Si vous le dites de manière administrative, on saura qu'effectivement l'État est content d'avoir pu atteindre. Mais moi, je pense que jusque-là, il n'y a rien qui va nous avantager dès lors qu'on ne va pas choisir de bonnes personnes et qu'on n'aurait pas à mettre en place de bonnes politiques. Donc, dans le gouvernement souminois, il n'y a pas de choses qui ont été bien faites, c'est ça? L'épargne, peut-être. L'épargne? Oui, elle s'habille bien. C'est tout ce que vous retenez de ce gouvernement? Madame, chez moi, il n'y a pas d'électricité, il y a un problème d'eau, il y a l'insécurité, il y a hausse de prix, il y a fluctuation de la monnaie. Vous voulez que je parle de quoi? De ce qu'elle a fait en je parle du gouvernement souminois. Madame, je suis un échantillon de la vie nationale. Je n'ai rien senti en moi et donc naturellement, il n'y a rien. Échec total? Bon, peut-être pas total, ils ont été réguliers, ils faisaient généralement le conseil des ministres, mais il n'y a pas de résultats. Il y a encore une conférence de gouverneurs, une autre conférence. Oui. Une conférence de trop pour rien en fait. Alain Bolodia, donc aucun ministre. Vous n'êtes pas satisfait du travail d'un ministre de ce gouvernement? Plus de 50 ministres, personne? Non, aucun. Aucun. Mais je sens qu'il y a un problème de coordination parce que la dame n'a pas l'essence managériale. Et je sens qu'il y a des harmonies parce qu'aucun ministre ne respecte la ligne du gouvernement. Je constate qu'ils sont budgétivores parce qu'ils consomment plus que ce qu'ils méritent. Et je constate qu'ils ne songent même pas à la population parce qu'il n'y a aucun résultat. Et donc je considère que ça ne servait à rien d'avoir... Et pour le gouvernement d'Union nationale? Non, mais le gouvernement d'Union nationale avec la même maladie. La maladie, c'est Félix Tshisekedi. Même si vous changez de gouvernement, il n'y aura rien. Parce que lui-même déjà n'a pas assez de compétences pour gouverner Madame, Messieurs, à la destinée de la nation. C'est complètement fini. Alain Bolodia, président d'un parti politique, les BAT. Lèvons-nous et bâtissons. Vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi. Nous devons éviter de nous laisser séduire par les actions de charme qui sont initiées ici et là par les gens du pouvoir.
je constate que le pays va très mal. Si nous allons dans le sens de Félix Tshisekedi, on est foutu. Si nous comptons sur Kabila, on est perdu. Donc, je demande à la population de dire non à Félix, non à Nanga, non à Kabila. Parlons plutôt nation et Martin Fayulu? Non, Martin Fayulu n'a pas posé des actes contre nos intérêts. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, jusque-là, je ne sens pas leur implication dans la crise. Mais si l'un d'eux rejoignait les trois personnages, il faut le mettre de côté. Bahati. Kamere n'est qu'un exécutant jusque-là. Bahati n'est qu'un exécutant jusque-là. Il n'a pas pris de mauvaises décisions contre nous. Alors, c'est fini avec la population? Oui, il faut mettre de côté Kabila, Félix, Nanga. Alors, merci beaucoup Alain Bolodia. Je rappelle que vous êtes membre de l'opposition. Oui, et je suis fier de ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, c'est complètement fini avec cette émission. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de nous écrire et de nous contacter par les voies habituelles et surtout restez fidèles sur Congo Télévision, la chaîne haute définition. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro de Info 7. Au revoir.